Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à IMT Minalbi et merci d'être nombreux ce soir pour cette conférence donc, de Lionel Morel sur les communs de la connaissance. Oula. Non, c'est pas moi, non, c'est moi, je croyais avoir... Si je pense que j'ai déréglé un truc. Bon, tout va bien. Sur les communs de la connaissance, vous le savez, parmi les missions de l'école, nous avons une mission de diffusion de l'information scientifique et technique. C'est dans ce cadre que nous organisons ces conférences donc, qui sont ouvertes au grand public, comme on dit, et je vous vois bien nombreux ce soir pour cette conférence et je vous en remercie. Ce soir, nous recevons Lionel Morel, merci d'être ici, qui a plusieurs noms, s'il a des noms de plumes, il s'appelle aussi Silex ou Calimac. Vous êtes conservateur des bibliothèques et juriste, vous avez été en poste à la Bibliothèque nationale de France, puis en charge de la valorisation de l'information scientifique et technique de l'université Paris-Lumière. Et aujourd'hui, enfin depuis peu, vous êtes le DAS, comme on dit, le directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS. Vous avez bien d'autres casquettes, puisque vous siégez dans de nombreux comités. En particulier, vous êtes membre du comité de la prospective de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Vous êtes membre du conseil scientifique du CCSD. En France, on aime beaucoup les sigles quand même. Le comité pour la communication scientifique directe, qui gère en particulier la plateforme HAL, donc les archives ouvertes nationales officielles en France. Et vous êtes membre du tout nouveau COSO, j'aime bien utiliser le comité pour la science ouverte. Bon, il faut qu'on apprenne aussi à les utiliser, mais à les expliciter, parce qu'après, ça devient jargonnant et c'est quand même beaucoup moins intéressant. Mais je pense que vous êtes aussi, puis probablement surtout, un blogueur et un militant. Vous vous décrivez comme engagé pour la défense et la promotion des biens communs, de la culture libre et du domaine public. Et vous êtes notamment cofondateur du collectif Savoir commun, donc qui défend la mise en place d'une politique des biens communs de la connaissance, en opposition aux limites imposées par le copyright et les droits d'auteur patrimoniaux tels qu'ils peuvent être appliqués aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir ? Vous êtes ici évidemment à plusieurs titres, parce que vous êtes spécialiste de sujets qui sont essentiels aux établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, les données personnelles, le nouveau RGPD, le règlement général sur la protection des données, les nouvelles exigences de mise en accès libre des résultats de la recherche scientifique, en particulier la recherche publique en France a vocation à être publique et donc accessible, donc c'est la publication scientifique et les données de la recherche. Et le sujet de ce soir, les communs de la connaissance, c'est vraiment en résonance avec la dimension humaniste que nous soutenons à l'école et nous formons des ingénieurs humanistes, nous y tenons et nous y attachons, avec cette mission de transmission de la connaissance, de diffusion de la culture scientifique et technique au plus grand nombre, donc que ce soit par les conférences comme celles que nous donnons ce soir et puis un accès libre aux publications. Et puis évidemment, ce qui nous intéresse aussi à l'école, ce sont les communs de la connaissance, l'objet de la conférence de ce soir, une notion que vous allez définir. Mais évidemment, il ne s'agit pas uniquement de connaissances scientifiques. Nous sommes tous créateurs de savoir, de culture au quotidien. Et on le voit aussi de manière tout à fait flagrante dans le monde numérique aujourd'hui, où tout à chacun peut créer, partager des contenus, notamment sur les plateformes et les réseaux sociaux. Je voulais, avant de vous passer la parole, remercier tout particulièrement Laurent Garbi, donc, qui est chez nous à l'école et qui a permis d'établir ce contact avec vous. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée en compagnie de M. Morel. Merci. Alors, merci pour cette présentation et bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis très content d'être là ce soir à plusieurs titres, mais très content de parler avec vous de ce sujet. Très content aussi, je ne le cache pas, parce que je suis toulousain d'origine et ça faisait... je suis déjà souvent venu à Albi, mais ça faisait vraiment très longtemps que je n'étais pas venu à Albi, et donc je suis bien content de revenir ce soir dans cette ville.
Oui. Ah, j'ai un micro ici. Alors, on m'a demandé de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui porte sur la question des communs de la connaissance. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression qui revient de plus en plus souvent dans le débat public, sous plusieurs formes. On parle parfois des biens communs, du bien commun, des communs, du commun, de l'en commun, enfin voilà. Différentes manières d'en parler et de le décliner. Moi, je vais essayer de vous montrer en quoi c'est un enjeu pour le 21e siècle. Ça paraît un petit peu ambitieux comme ça, mais je le crois profondément. Et voilà, j'espère qu'on aura le temps d'en discuter ensemble après la présentation. Alors, d'abord, je voulais vous montrer que ça revient dans le débat public à un niveau qui commence à être, ma foi, assez intéressant. L'année dernière, par exemple, la Cour des comptes, donc l'institution qui contrôle les comptes des institutions publiques, faisait un rapport sur la transition numérique de l'État, sujet important qui requiert beaucoup d'investissement et beaucoup de travail des administrations. Et dans son rapport sur la transition numérique, elle notait, elle saluait que la stratégie de l'État dépasse la simple dimension technologique pour faire évaluer l'action publique vers un modèle reposant sur des communs numériques, des données, des logiciels, des services numériques, des API, des protocoles pour diffuser les données, qui s'intègrent pour offrir d'autres services de manière plus agile et réactive. Alors, la Cour n'a pas du tout employé cette expression au hasard, hein, elle savait très bien ce qu'elle faisait, et elle décrit en fait des évolutions qui font que les administrations publiques, de plus en plus, et maintenant elles y sont aussi parfois obligées par la loi, partagent leurs données, les informations qu'elles produisent, leurs logiciels, et mutualisent et font de ces éléments-là ce qu'on appelle des communs numériques. Ça va faire, ce deuxième exemple, ça va faire un lien avec des éléments qui ont été mis en avant par le directeur de cette institution. L'année dernière aussi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a pris un grand plan national pour la science ouverte qui vise à fixer de nouvelles règles, notamment l'idée que quand un projet de recherche va être financé par l'argent public, ses résultats, que ce soit des publications ou des données, devront être librement accessibles sur Internet. Librement et gratuitement accessibles sur Internet. Et dans l'introduction, on lit « La science est un bien commun que nous devons partager le plus largement possible. Le rôle des pouvoirs publics est de rétablir la fonction initiale de la science comme facteur d'enrichissement collectif. » Là encore, l'expression, si vous voulez, « bien commun » n'a pas été complètement employée au hasard dans ce plan. Hein. Ça renvoie, vous allez voir, à un sens bien particulier. Et enfin, je vous mets un dernier exemple qui est paru il y a quelques jours. C'est le comité environnemental, le CESE, le comité économique, social et environnemental, qui est une des trois grandes chambres, hein, vous savez, avec l'Assemblée nationale et le Sénat dans la Ve République. On a le CESE aussi, qui rendait un avis qui s'appelle « Pour une politique de souveraineté européenne du numérique », qui se pose la question de savoir comment faire pour garantir aux Européens la maîtrise de leur vie numérique face notamment, vous savez, aux géants américains ou maintenant bien aussi aux géants chinois hein, qui sont très en pointe sur ces sujets. Et le Conseil fait une recommandation. Et là, j'ai noté ce passage qui est assez intéressant. Il nous dit face aux positions dominantes d'opérateurs issus d'États tiers, l'Union européenne aura avantage à développer une culture de la pluralité des systèmes et à favoriser la diversité du monde numérique afin de préserver la liberté de choix des acteurs. Et donc sa recommandation, c'est face à un modèle numérique américain fondé sur le marché et la concentration capitalistique et technologique, et un modèle chinois fondé sur un contrôle et une surveillance étroite du net par des autorités, l'Union européenne gagnerait à privilégier le modèle des biens communs, celui d'un socle technologique et juridique reposant sur des règles élaborées en commun et sous contrôle public. Voilà. Et troisième apparition du mot. Voilà, donc tout ça fait comme une sorte de petite musique, si vous voulez, qui monte petit à petit et qui se retrouve maintenant dans la bouche d'institutions tout à fait officielles. Alors la question c'est de quoi parle-t-on exactement et à quoi cela renvoie-t-il et quel sens on doit donner à cette expression et à ces mots. Alors vous allez voir que pour le comprendre, il faut faire un petit détour d'abord par l'histoire et après par différentes théories en fait, parce que tout ça renvoie à des théories y compris scientifiques, qui nous permettront d'y voir un petit peu plus clair.
Quand vous creusez un peu la question, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui emploient le mot commun ou bien commun pour désigner des choses qui paraissent à première vue très différentes. Là, je vous ai pris une énumération que j'ai trouvée. Il y a des militants sur ces sujets, dont je fais partie d'ailleurs, qui sont formés en réseau. Et il y a un réseau francophone autour des communs qui avait fait une plaquette il y a 6 ans maintenant. Et dans cette plaquette, vous voyez, vous aviez une énumération de choses que le réseau considérait comme pouvant être des communs. Et ils nous disent que ça regroupe pour eux des zones urbaines transformées en jardins partagés, les savoirs versés dans l'encyclopédie Wikipédia, la cartographie OpenStreetMap nourrie par des utilisateurs, les logiciels libres, des savoirs traditionnels, la science ouverte, les publications en libre accès, des pédibus scolaires, des fours à pain mutualisés, des systèmes d'irrigation agricole partagés, des semences libres, des contenus éducatifs ouverts, des réseaux d'échange de savoir, la justice participative et des données ouvertes connectées par les personnes. Alors quand on lit cette énumération, on a vite l'impression qu'il s'agit d'une sorte de liste à la Prévert, dont les éléments sont un peu difficiles à le relier les uns aux autres. Parce que vous avez à la fois des choses qui sont immatérielles, le savoir, les connaissances, des choses qui sont de l'ordre du numérique, des choses qui relèvent plutôt de la technique, et vous avez des choses qui sont tout à fait physiques, et voire des éléments naturels même. Donc la question, c'est comment on fait le lien entre toutes ces choses. Alors le plus simple pour en avoir une idée, c'est de prendre un peu de recul historique, donc autant remonter il y a longtemps. En fait, cette question des communs est très ancienne et existait déjà dans le droit romain. En fait, les Romains, premier grand juriste de l'histoire, les juristes aiment beaucoup, moi je suis juriste, les juristes aiment bien faire des catégories de choses, et les Romains avaient une catégorie des biens, en 4 termes, et ils distinguaient les biens privés et les biens publics, biens privés appartenant aux particuliers, les biens publics appartenant à l'État. Et ils avaient, ça reste aujourd'hui chez nous, ça existe toujours, mais ils avaient une façon de désigner 2 autres catégories. Il y en avait une qui s'appelait les res nullius, les biens n'appartenant à personne. On appelle ça aussi des choses sans maître. Par exemple, un poisson dans une rivière, c'est une res nullius, chose qui n'appartient à personne. Et le statut de cette chose, c'est que le premier qui s'en saisit en devient le propriétaire. Mais ils avaient une autre catégorie qui était les biens appartenant à tous. Et ils distinguaient très bien ce qui n'appartient à personne et ce qui appartient à tous. Et chez eux, ça s'appelait les res communis, choses communes. Et dans ces choses, ils mettaient la mer, l'océan, les cours d'eau, l'atmosphère, l'espace aérien, l'air atmosphérique, les sanctuaires et les biens publics. Et alors, le régime juridique de ces choses-là, c'est qu'elles étaient ouvertes à l'usage de tous. Nul ne pouvait être exclu de l'usage de ces choses. Bon, alors pour la mer, l'océan, l'air, ça s'expliquait parce qu'en fait, il n'y avait pas les moyens techniques à l'époque, et aujourd'hui encore, ça reste compliqué d'exclure les gens de l'usage de l'air, par exemple. Pour les sanctuaires et les biens publics, ça relevait à leur conception, mais on voit bien la différence entre ces deux catégories. Donc ça, c'était, on va dire, la première apparition formalisée de cette question des communs. Un peu plus tard, là on va arriver au Moyen-Âge, à la période médiévale, on va arriver à la période où, dans l'histoire, les communs ont eu le rôle le plus important. Ce qu'on appelait communs à l'époque, on appelait ça aussi communaux ou biens communaux. C'était en fait un statut spécial de propriété foncière qui pouvait correspondre à des champs, à des forêts. Ça pouvait être des lacs aussi, ça pouvait être des pâturages dans les montagnes. Et en fait, les communautés villageoises de l'époque avaient un droit d'usage traditionnel sur ces espaces, notamment un droit de prélèvement. Tout membre de la communauté villageoise avait droit d'accès à ces ressources et pouvait prélever ce qui était nécessaire à sa subsistance. Et c'était un droit qui était reconnu et normalement opposable aux seigneurs, en fait, qui devaient respecter ses traditions et ses coutumes. Et ces communaux avaient un rôle très important parce que c'était un peu l'équivalent de la sécurité sociale pour nous, si vous voulez. C'est-à-dire que ça garantissait des droits minimums de subsistance, et y compris pour les plus pauvres. Et l'endroit où ça a eu le rôle social le plus important, c'est en Angleterre, où en fait, en 1217, on est à l'époque de Jean sans Terre, vous savez, période très troublée, Jean sans Terre, un roi qui avait provoqué une rébellion de ses barons,
Et en fait, le peuple se soulève aussi et il lui arrache ce qu'on appelle la charte des forêts, qui est une reconnaissance formelle du droit d'usage que ces populations avaient sur ces communaux, et notamment ce qu'ils appelaient la forêt, avec tout un ensemble de droits, donc le droit d'aller, je sais pas, faire paître des bêtes dans la forêt, le droit de ramasser les ressources comme le bois, etc. Et donc ça devient opposable au roi et à tous les seigneurs, en fait. C'est la première, on va dire, consécration juridique de ce qu'on appelle des communs, qui rentrent dans le droit anglais. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que tout au long de la période médiévale, mais même après, au long de la période moderne, ces communs ont fait l'objet d'une guerre, en fait, un affrontement très dur entre ces communautés villageoises et les propriétaires terriens anglais. Et ça s'est traduit par un mouvement qu'on appelle mouvement des enclosures, parce que les propriétaires terriens ont constamment cherché à obtenir la possibilité de mettre des clôtures autour de ces terrains pour en empêcher l'accès et l'utilisation par les communautés villageoises. Et c'est monté en plusieurs vagues jusqu'à ce qu'au XVIIIe siècle, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, le Parlement anglais édicte des centaines d'actes d'enclosure qui ont complètement démantelé les communs anglais. Et là, en fait, il y a un très beau livre qui raconte ça, qui s'appelle « La guerre des forêts » d'un historien anglais qui s'appelle Edward P. Thompson, qui montre que les gens, en fait, ont résisté, hein, se sont battus, et à la fin, pénétrer dans les terres encloses étaient punis par pendaison, en fait, pour définitivement briser la résistance populaire face à cette enclosure des communs. Et au final, en fait, ça a eu des conséquences très très graves en Angleterre parce que les villageois n'ont plus pu rester sur leurs terres traditionnelles et ça a provoqué le premier exode rural qui a permis à la révolution industrielle anglaise de se mettre en place. Ça a formé le premier bataillon, on va dire, d'ouvriers qu'on a retrouvé dans les manufactures anglaises. Et c'est là que commence la révolution industrielle en Angleterre. Donc ça a été un mouvement assez brutal, assez fort, et c'est un peu le moment fondateur, si vous voulez, entre d'abord une reconnaissance juridique des communs et un long démantèlement qu'on a appelé mouvement des enclosures. Alors chez nous, en France, c'est pas une histoire qu'on raconte souvent, mais il y avait des communaux, hein, il y en a encore d'ailleurs dans certaines régions de France, hein, des biens, des terres qui ont un statut de communaux, notamment dans le Massif central, ça existe beaucoup. Dans les endroits montagneux, ça existe. Il y a certaines régions qui ont gardé les droits spéciaux des villageois sur les forêts, en fait. On appelle ça les droits d'affouage. Et alors, chez nous, en fait, ça a été une préoccupation constante sous l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française. Mais il n'y a pas eu ce mouvement brutal d'enclosure qui s'est produit au tournant de la Révolution, notamment parce que les révolutionnaires ne voulaient pas déclencher une révolte. Et ils ont laissé les communautés villageoises voter pour savoir si chaque communauté allait enclore ou pas ses communs. Et selon les régions, ça a tourné de manière très différente, ce qui fait que ce régime a survécu jusqu'en fait, même jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore une grande partie des terres françaises qui étaient organisées de cette façon-là. Mais au moment de la Révolution française, vous avez le législateur qui consacre la propriété privée de manière très, très, je veux dire, absolue. Dans la Déclaration des droits de l'homme, vous voyez, à l'article 17, on nous dit « La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, etc. etc. » Dans le Code civil de Napoléon, juste après la Révolution française, on nous dit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Mais le Code civil garde un souvenir de ce qu'étaient les communs. Vous avez un article dans le Code civil qui s'appelle l'article 714 qui nous dit « Il est des choses communes qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous ». Cet article existe encore. Hein. Alors c'est un article extraordinaire parce que l'article nous dit qu'il y a des choses qui existent, qui sont des choses communes, mais il ne nous dit pas ce qu'elles sont. Et en fait, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus qu'un fantôme de régime des choses communes dans le Code civil, mais des choses qui sont réellement communes, il n'y en a plus. Elles ont fini par disparaître. Et si vous voulez, les anciens communs d'anciens régimes, ils étaient fondés sur l'idée que la propriété n'était au contraire jamais complètement absolue. Il y avait un droit que vous connaissez peut-être qui s'appelait la vaine pâture, par exemple, qui disait que même quand vous étiez propriétaire d'un champ, vous ne pouviez pas empêcher que le troupeau
le troupeau communal passe sur le champ pour paître. C'était impossible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne pouvait pas enclore les terres, hein, pour ne pas gêner le passage des bêtes sur les champs. Et vous aviez aussi un autre droit qui est assez représentatif de ça, qui s'appelait le droit de glanage, qui faisait qu'une fois que la récolte était fauchée sur un champ, on ne pouvait pas empêcher les plus nécessiteux de pénétrer dessus pour ramasser ce qui était tombé au sol. Donc c'était une limite intrinsèque, si vous voulez, au droit de propriété. Donc à partir du moment où la Révolution française commence à dire que la propriété devient un droit réellement exclusif, qui permet d'empêcher quelqu'un d'utiliser votre bien, ça démantèle progressivement toutes ces traditions qui ont subsisté quand même assez longtemps, mais voilà, on a commencé à avoir un conflit, si vous voulez, entre cet héritage et le nouveau statut de la propriété. Alors voilà, donc ça c'était le premier éclairage historique. Donc là, je vais faire un petit bond dans l'histoire pour arriver à après la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez une deuxième bataille sur les communs qui se déroule, mais qui se déroule dans la théorie économique, en fait. Les économistes, à cette époque-là, commencent à classer les biens en catégories, et vous allez voir qu'on retrouve un peu les classifications du droit romain. Notamment, vous avez un économiste très connu qui s'appelle Samuelson, qui a eu le prix Nobel, qui a fait une classification des biens, et il faisait une classification des biens au départ entre les biens publics et les biens privés, avec des caractéristiques. Et il faisait jouer deux paramètres. Est-ce qu'un bien est rival ou non, et est-ce qu'un bien est excluable ou non? Rival, ça veut dire, est-ce que quand je l'utilise, je suis le seul à pouvoir l'utiliser, et mon utilisation prive tous les autres de cet usage? Et excluable, c'est est-ce que je peux mettre des barrières, justement, ou des restrictions qui empêchent quelqu'un d'utiliser le bien. Si vous avez un bien qui est rival et excluable, pour Samuelson, c'est un bien privé. Voilà, typiquement, je sais pas moi, une pomme, vous êtes le seul à pouvoir la manger, hein, votre voiture, votre appartement, c'est un bien privé. Et donc, du coup, sa conclusion, c'est que ces biens ont naturellement vocation à être gérés par le marché. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on met des droits de propriété dessus. C'est pour que le marché leur fixe un prix et que la gestion soit organisée par le marché. Si vous avez un bien qui est non rival et non excluable, l'exemple qu'on donne le plus souvent, par exemple, c'est l'éclairage public. Quand il y a de l'éclairage public à un endroit, tout le monde en bénéficie et vous ne pouvez pas exclure les gens du bénéfice de l'éclairage public. Là, Samuelson dit, alors c'est un problème parce qu'en fait, il n'y a aucune incitation des acteurs du marché à gérer ces biens, vu que ces biens peuvent très difficilement être tarifés et gérés justement par les mécanismes du marché. Et là, lui, sa conclusion, c'était de dire, à ce moment-là, il vaut mieux que ce soit l'État qui prenne en compte et qui prenne en charge ces biens qui auraient naturellement vocation à être gérés par l'État. Donc ça, c'est le premier, on va dire, première distinction, qui a été enrichie plus tard. Vous avez vu, dans la catégorie, il y a bien commun, mais ça viendra plus tard. Alors, ce qui a rendu très célèbres les biens communs, c'est en fait leur principal adversaire, qui s'appelle Garrett Hardin, qui est un économiste et qui a écrit dans la fin des années 60, et qui est aussi une personne qui se préoccupait d'écologie et qui était sensible à ce genre de sujet, avec une vision extrêmement pessimiste des choses. Et il écrit un article qui est paru dans la revue Science en 1968 qui s'appelle « La tragédie des communs ». Peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Parce que souvent, quand on parle des communs, le mot de tragédie vient assez souvent. Donc Garrett Hardin commence son article en nous invitant à faire une expérience de pensée. Il dit « Imaginons un pâturage sur lequel des éleveurs peuvent apporter des moutons sans aucune restriction d'accès et d'usage. C'est-à-dire ils ont toujours la possibilité d'amener plus de bêtes sur le pâturage. » Garrett Hardin dit « c'est un économiste, chaque éleveur se comportant de manière rationnelle, il va toujours avoir intérêt à amener une bête de plus sur le champ. Parce que plus il met de bêtes, plus ça engraisse ses bêtes, plus lui, ça augmente son profit, en fait. Si tous les éleveurs continuent à se comporter de la sorte, sans restriction, le seul destin possible du pâturage est d'être détruit par surexploitation. Voilà. Chacun cherchant son intérêt égoïste provoquera la destruction de la ressource.
Et il dit, c'est ça la tragédie des communs. Si vous laissez une ressource ouverte à tous, elle ne peut être que détruite par surutilisation. La conséquence qu'il en tire, c'est qu'il n'y a que deux moyens d'éviter la ruine complète des ressources communes. Alors, il a derrière en tête l'océan, par exemple, les forêts. Il ne parle pas que d'un pâturage, c'est une sorte de métaphore, si vous voulez. Toutes les ressources qui sont ouvertes à l'usage par l'humanité. Et donc, il dit, il n'y a que deux moyens d'éviter cette catastrophe. C'est soit vous faites une propriété privée, et là, il se reconnecte avec tout le mouvement des enclosures, si vous voulez, qu'on a vu tout à l'heure. Vous permettez à un propriétaire d'enclore la ressource et d'opposer aux autres un droit exclusif d'usage qui pourra aussi monnayer sur le marché. Et à ce moment-là, on arrivera à préserver les ressources grâce à la propriété privée. Soit vous créez une propriété publique et vous faites en sorte qu'une autorité, telle l'État, soit capable de, lui, gérer la ressource et d'éviter la surexploitation. Et il dit, entre les deux, il n'y a pas d'alternative possible. La seule chose possible, c'est la destruction des ressources communes. Vous voyez un petit peu le... Alors cet article a eu un énorme retentissement dans la théorie économique. Garrett Hardin n'a pas eu le prix Nobel, mais il aurait très bien pu l'avoir. Et pendant très longtemps, chaque fois qu'un économiste traitait de la question des communs, eh bien en fait, on en parlait uniquement sous l'angle de la tragédie, sous l'angle de la ruine nécessaire des ressources. Bon, ça je vais passer, mais il y a beaucoup d'autres économistes qui ont élaboré des théories pour nous montrer qu'il était impossible de gérer des ressources en commun, que la rationalité humaine était complètement opposée à cette idée de partage des ressources. Sauf que, en 2009, vous avez une économiste américaine, qui est économiste et politologue, qui s'appelle Elinor Ostrom, qui reçoit le prix Nobel d'économie pour l'ensemble de ses travaux, et elle a passé toute sa vie à étudier la question des communs. Et elle reçoit le prix Nobel parce qu'en fait, elle a passé sa vie à essayer de montrer que Garrett Hardin avait tort. Et elle l'a fait d'une manière empirique. C'est-à-dire, elle ne s'est pas contentée d'une expérience de pensée. Elle est allée étudier partout dans le monde des exemples dans lesquels des humains concrets, comme vous et moi, géraient effectivement des ressources en commun. Alors ça n'existe plus énormément chez nous, mais ça existe beaucoup dans les pays du Sud. Vous avez encore des forêts, des réserves de poissons, des lacs, des systèmes d'irrigation qui sont gérés sans propriété privée et sans tutelle directe d'une autorité publique. Ils sont gérés en fait par des communautés qui s'organisent entre elles pour gérer ces ressources. Et donc le travail d'Elinor Ostrom, ça a été de documenter des centaines et des centaines de cas concrets pour voir les situations dans lesquelles cette gestion échouait. Et elle en a documenté un certain nombre qui échouent, mais elle a aussi montré qu'il y a des cas où cette gestion en commun réussit, en fait. Et pour elle, réussir, ça veut dire ne détruit pas la ressource par l'usage, mais arrive à la maintenir dans le temps et à la préserver dans le temps. Et elle a montré, par exemple, que voilà, vous avez des systèmes d'irrigation gérés en commun dans certains pays du Golfe Persique qui ont en fait plusieurs siècles de préservation et qui ont réussi à préserver notamment des eaux dans les nappes phréatiques pendant plusieurs siècles. Alors en fait, Elinor Ostrom a eu le prix Nobel parce qu'elle a montré que... Elle n'a pas montré que la tragédie des communs était quelque chose qui n'existait pas. Elle-même admet que ça peut exister. Mais ce qu'elle a montré, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et donc, dans son livre majeur qui s'appelle « Governing the Commons », la gouvernance des biens communs, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a des conditions qui sont nécessaires et qui doivent être réunies pour qu'un commun, la gestion en commun, réussisse. Et ce qu'elle a réussi à montrer, en fait, c'est que ce qui fait le succès de la gestion d'un commun, c'est la capacité d'un groupe humain à s'auto-organiser pour mettre en place des règles liées à l'usage de la ressource et à s'organiser pour qu'elles soient respectées, notamment contre un problème qu'elle appelle celui des passagers clandestins, c'est-à-dire des personnes qui vont surexploiter la ressource pour leur propre bénéfice sans penser aux conséquences de leurs actes. Et elle montre en fait qu'il y a une série de 8 critères dans lesquels un groupe humain, s'il les respecte, ils sont affichés ici, en fait, maximise ses chances de réussir la gestion en commun de sa ressource. Elle dit notamment, il ne faut pas que les groupes humains soient trop grands, il faut que les ressources puissent être bien identifiées, il faut qu'ils soient capables donc de mettre en place des règles, il faut que ces règles
les individus concernés puissent directement les modifier. Et il faut que les autorités extérieures respectent la capacité des groupes à s'auto-organiser. Il faut qu'ils soient capables de mettre en place un système de contrôle. Il faut qu'ils soient capables de sanctionner les gens qui ne respectent pas les règles. Un commun, c'est gouverner. Donc, si vous ne respectez pas la règle d'usage, vous devez pouvoir être sanctionné, voire exclu même. Et il faut que vous puissiez accéder à des mécanismes de résolution des conflits. En général, la gestion en commun, ça provoque des situations assez conflictuelles, mais il faut que le groupe humain soit capable de trancher les conflits qui naissent. Et elle dit, si vous avez ces 8 éléments qui s'ajoutent, ben moi, je constate que la gestion en commun, en général, réussit et se maintient dans le temps. Vous voyez un peu. Donc là, ça fait 10 ans qu'Elinor Ostrom a eu son prix Nobel. Voilà, on le célèbre cette année, là, en décembre, on va le célébrer. Il faut savoir que c'est la seule femme qui a eu le prix Nobel, et c'est une des très, très rares lauréates du prix Nobel d'économie qui ne soit pas inscrite dans le courant d'économie classique, hein, vous savez, de l'homo economicus classique, standard, quoi. Alors, elle insiste beaucoup sur le lien entre le succès de la gestion en commun et ce qu'elle appelle l'autogestion des communs. Elle emploie très très souvent le mot self-governance, self-organization, parce qu'elle dit ce qui fait le succès dans ces situations, c'est qu'un groupe humain qui est directement en prise avec une ressource est le mieux à même de trouver par expérimentation collective les règles adaptées à la situation locale. Et elle dit c'est ça qui fait le succès en fait. C'est la capacité qu'ont les gens de déterminer à leur échelle les règles les mieux appropriées pour protéger la ressource. Et elle dit, notamment, qu'elle constate que quand une autorité publique intervient dans le processus et essaye d'appliquer une recette toute faite, venue du dessus, à une situation locale, souvent ça perturbe la capacité du groupe à s'auto-organiser et ça peut conduire à l'échec de la gestion en commun. Voyez un petit peu la logique. Donc elle insiste beaucoup sur la dimension démocratique de cette gestion. C'est-à-dire la capacité d'un groupe à lui-même fixer ses propres règles, à les faire évoluer et à se les auto-administrer. Alors, en général, quand je fais des conférences de ce type, quand j'arrive à ce point-là, les gens me disent « tout ça est très, très abstrait, est-ce que vous avez un exemple ?» Un exemple que j'ai souvent rencontré, dans vos espaces de travail, vous avez peut-être des frigos collectifs. Vous avez tous vécu ça, dans une assoce, dans une administration, dans une entreprise. Bon, en général, enfin, moi, quand j'arrive dans un lieu, je regarde souvent le frigo collectif pour savoir quel est l'état d'auto-organisation et la capacité d'auto-organisation du groupe. Vous ouvrez le frigo et en général, vous constatez que bon, voilà, y a des choses moisies dedans, l'entretien laisse à désirer, ou alors qu'il y a des tas de post-it dessus disant attention, ne laissez pas traîner vos choses, etc. Et quand vous parlez un peu avec les gens, beaucoup déplorent qu'il y ait du vol dans les frigos. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En général, quand vous avez ça, c'est qu'en fait, ça, c'est un commun, en fait. Un frigo collectif, c'est un commun. Ce que vous gérez en commun, c'est la capacité de stockage et de refroidissement de votre frigo. Vous la gérez dans un collectif, et est-ce qu'il a la capacité de fixer les quelques règles simples qui évitent l'envahissement de la moisissure par le frigo, dans le frigo? Et moi, j'ai constaté très souvent qu'un groupe humain est souvent incapable de fixer ces règles. Donc là, oui, il y a tragédie des communs. Et pourquoi il y a tragédie des communs? Parce qu'en fait, il n'y a pas de collectif à l'endroit où est ce frigo. Vous avez un faux collectif. Et dans des situations de travail, ça arrive très souvent, que les relations humaines sont tellement dégradées que les gens sont tellement dépossédés de leur capacité d'agir ensemble qu'ils sont même plus capables de fixer la petite règle simple qui permettrait de préserver ce frigo. Et ça vous montre par un exemple très simple que la tragédie des communs, elle est possible. Dans nos environnements, elle est même souvent probable, mais elle n'est pas inéluctable. J'ai déjà vu des associations ou des endroits où les frigos étaient parfaits. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi à fixer une règle très simple et à l'appliquer dans le temps qui leur permettait de garder ce frigo fonctionnel. Vous voyez un petit peu la logique? Et donc, il y a un historien anglais qui a beaucoup travaillé sur les enclosures, qui a dit cette phrase très belle, qui dit « There is no commons without commoning ». Il n'y a pas de commun sans communauté, en fait, ou sans en commun, c'est-à-dire la capacité des gens à vivre ensemble et à se fixer des règles ensemble. Alors, j'accélère un petit peu. Elinor Ostrom, elle a aussi eu le prix Nobel parce qu'elle a beaucoup réfléchi sur la question du droit de propriété et elle a montré, en fait, que les économistes classiques vous disent que si vous ne fixez pas des droits de propriété parfaits sur les choses, vous allez faire bugger le marché et vous allez arriver à une mauvaise gestion, une gestion sous-optimale. Le marché étant toujours perçu comme
l'instance de régulation qui est la plus optimale sur l'affectation des ressources. Elle a montré que dans ces cas de commun, ce qui se passe, c'est pas qu'il n'y a pas de propriété, mais c'est que les communautés, en général, démontent le droit de propriété en ce qu'elle appelle un faisceau de droits et se l'attribuent les uns les autres de manière à gouverner la ressource. Donc elle a réussi à montrer que le droit de propriété est quelque chose de démontable et peut être géré autrement qu'en donnant l'entièreté du droit de propriété à un seul acteur. Vous allez voir qu'après, quand je parlerai du numérique, dans la seconde partie, ça aura une importance, parce que dans le numérique, il y a beaucoup de choses qui se gouvernent en démontant comme ça le droit de propriété et en partageant les différents éléments qu'il recouvre. Voilà. La pensée classique qui vous dit qu'il faut attribuer des droits de propriété sur toutes les choses, c'est exactement elle qui a conduit, un exemple d'échec de cette pensée-là, à considérer que pour régler la pollution, il fallait créer des marchés de droits à polluer, vous savez. En Union européenne, ça existe. En fait, ce qu'on appelle marché des droits de polluer, c'est des droits de propriété qui sont fixés sur l'air, en fait, qui donnent des quotas de pollution aux entreprises. Donc ça leur donne un droit de polluer. Et l'idée, c'était que les entreprises qui polluent le plus allaient pouvoir acheter aux entreprises qui polluent le moins un droit de polluer et que le marché, c'est capable de fixer un prix juste de la tonne de carbone émise dans l'air. Bon. Dernière nouvelle, il semblerait que ça n'ait pas très bien marché. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, il semblerait que ce système de régulation n'ait pas marché, tout simplement parce que le marché a toujours donné un prix très très bas à la tonne de carbone émise. Et il n'y a jamais eu de régulation efficace par le marché de ces droits de polluer de l'air. Alors, je vais accélérer parce que j'ai passé un peu de temps. Bon, vous avez plein de prolongements de cette question des communs, mais je voudrais arriver... notamment, c'est devenu un vrai sujet de recherche, et particulièrement en France. Vous avez eu, depuis quelques années, toute une série de publications sur ce sujet. Moi, celle qui m'a le plus réjoui, c'est celle qui est en haut à droite. C'était un dictionnaire des biens communs qui est paru aux presses universitaires de France, dans lequel vous avez plus de 200 auteurs, venus de toutes les disciplines scientifiques. Hein. Ça va de la sociologie, la philosophie, l'économie, des gens qui travaillent en écologie, voilà, dans tous les domaines, qui ont écrit des articles sur cette question des communs, qui devient voilà, un vrai champ d'études scientifiques dans la lignée d'Elinor Ostrom. Bon, il y a plusieurs écoles aussi. Hein. Les gens ne sont pas toujours d'accord sur cette question, voire même se disputent beaucoup. En France particulièrement, il y a des oppositions assez fortes, mais c'est devenu un vrai sujet scientifique. Alors, je vais accélérer un petit peu. Pour résumer, on dit souvent qu'un commun, c'est la réunion de trois choses: une ressource, une communauté qui gère cette ressource et des règles qui gouvernent l'usage de cette ressource. Il faut qu'il y ait ces trois éléments qui se combinent pour qu'on ait vraiment un commun. Alors j'ai fait un long détour et j'en arrive maintenant à la question de la connaissance. C'était le but original, mais j'étais obligé de passer par là pour arriver ici. À la fin de sa vie, Elinor Ostrom travaille avec une personne qui s'appelle Charlotte Hess, qui est bibliothécaire. Donc, comme moi, je suis bibliothécaire, comme certaines personnes dans la salle. C'est pas complètement anodin, si vous voulez, qu'elle ait travaillé avec un bibliothécaire. Enfin bon, j'ai un peu la prétention de le penser, mais elle travaille sur un livre qui s'appelle Understanding Knowledge as a Commons. Ça veut dire envisager la connaissance comme un commun. Et ce qu'elle constate, c'est qu'elle a toujours étudié des ressources matérielles fragiles qui se dégradent par l'usage. Donc un pâturage, un lac, une réserve de poissons, voilà, des choses qui sont sensibles à la surexploitation. Et dans ce livre, en fait, il y a un ouvrage collectif qui regroupe des tas d'exemples. Elle montre qu'on peut aussi gérer des connaissances en commun. Et elle soutient que sa thèse, qui est celle que la gestion en commun est plus efficace dans certaines circonstances à l'appropriation privée, marche aussi pour la connaissance. Alors même que la connaissance a des caractéristiques différentes. Ce n'est pas du tout le même type de bien. C'est-à-dire que c'est un bien qui, justement, jamais ne s'épuise par l'usage. Et au contraire, en fait, plus une connaissance est partagée et diffusée, plus elle prend de la valeur. C'est exactement l'inverse d'une ressource physique. Et pourtant, elle constate que les principes de gouvernance qu'elle a dégagés pour les ressources fragiles et épuisables valent dans une certaine mesure pour les ressources immatérielles et les ressources de la connaissance. Alors, elle a eu l'intuition de ça parce qu'elle avait constaté, en fait, que dans les communs matériels, ce qui faisait le succès,
c'était la question de la gestion de la connaissance, en fait. Parce que ce qu'elle constate, c'est que quand un groupe humain est face à une ressource, le niveau optimal, comme je disais tout à l'heure, pour produire des connaissances sur cette ressource, c'est le niveau direct où la communauté est en contact. C'est le niveau le plus local. Et elle explique, elle dit que tous les autres systèmes, que ce soit par notamment les informations qui circulent pas via le marché ou les informations dégagées notamment par les systèmes centralisateurs, les systèmes d'État, sont moins efficaces en général que ce que la communauté est capable de dégager comme connaissance par elle-même. Donc elle avait constaté que même pour un champ, même pour une réserve de poissons, la gestion la plus efficace de la connaissance, c'était celle faite directement par la communauté. Un peu plus tard, vous avez un autre chercheur qui s'appelle Michael Heller qui a repris ces idées-là et qui a écrit un livre qui s'appelait « La tragédie des anti-communs », qui a un pied de nez à Garrett Hardin, et qui montrait que pour tout un tas de ressources, mais particulièrement pour les ressources immatérielles, les ressources de la connaissance et du savoir, ce qui provoquait la tragédie, ce n'était pas l'absence de droit de propriété, mais c'était l'accumulation trop grande de restrictions à l'usage. Et il prend l'exemple, si vous voulez, des brevets sur les médicaments. Il dit, voilà, vous avez des groupes pharmaceutiques qui produisent des médicaments, et en général, vous savez, ça passe par le dépôt d'un brevet qui va donner un droit exclusif d'usage sur l'invention qui sous-tend le principe actif du médicament. Ça va lui donner une exploitation exclusive pendant 20 ans, en fait. Il dit, bon, ce principe, il a sa justification, mais il y a des domaines, en fait, dans le domaine des médicaments, où les entreprises pharmaceutiques ont déposé tellement de brevets accumulés que, en fait, l'innovation devient impossible. Parce qu'il y a tellement on appelle ça un buisson de brevets, il y a tellement de brevets accumulés dans un domaine que vous ne pouvez plus chercher sans vous heurter, en fait, à la limite que provoque un brevet. Je vous montrerai tout à l'heure que ça existe aussi dans l'environnement numérique. Apple et tous les Samsung, Google ont tellement déposé de brevets sur les technologies type smartphone ou tablette que dans ces champs-là, ça devient extrêmement difficile d'œuvrer parce que vous vous heurtez sans cesse à la limite d'un brevet. Et donc, il développe cette idée qu'il y a une tragédie là des anti-communs qui est provoquée par l'accumulation de droits de propriété sur une ressource qui conduit à une situation qui est sous-optimale. Alors, Charlotte Ress et Elinor Ostrom disent « La connaissance, c'est un candidat idéal pour une gestion en commun, par ses caractéristiques », mais elles disent « Attention quand même, parce que ça ne veut pas du tout dire que ça ne peut pas être sujet à des phénomènes d'enclosure. » Ça paraît contre-intuitif, parce que bon, c'est immatériel, voilà. Mais elles donnent des tas d'exemples où elles disent notamment « Faites attention au numérique, parce que le fait que les connaissances se transfèrent progressivement vers le numérique rendra les savoirs de plus en plus sensibles à cette question des enclosures. » Cette idée elle a été reprise par un autre chercheur qui s'appelle James Boyle, qui a écrit ce livre qui s'appelle « The Public Domain », le domaine public, « Enclosing the Commons of the Mind ». Son idée, c'était de dire, pendant très très longtemps, en fait, jusqu'au 19e siècle, la connaissance est restée complètement libre d'usage. Il y avait des restrictions, mais qui étaient liées en fait aux supports matériels sur lesquels elle était enregistrée. C'était difficile de la stocker, difficile de la communiquer. Elle était très sensible aussi à la destruction. Voilà. La bibliothèque d'Alexandrie qui brûle, c'est une destruction. Mais au niveau des droits, elle était complètement libre d'usage. À partir du 19e siècle, il dit, de la même manière que vous avez une enclosure sur la Terre, vous avez un deuxième mouvement d'enclosure qui se met en place, qui est celui qui frappe la connaissance et qui vient de ce qu'on appelle, en général, propriété intellectuelle. C'est-à-dire la capacité qu'a eu le droit de construire des droits de propriété sur les connaissances et sur les créations. Et c'est ce qu'il appelle en fait le deuxième grand mouvement historique d'enclosure des communs. Pendant très longtemps, là, je vous ai mis un exemple, au Moyen-Âge, il n'y avait pas du tout de restrictions liées à ce qu'on appelle aujourd'hui droit d'auteur ou propriété intellectuelle. Vous avez la légende arthurienne qui est
tous les auteurs pouvaient s'emparer du sujet. C'était complètement libre d'usage. Donc vous avez des dizaines et des centaines de déclinaisons différentes de cette histoire qui étaient complètement libres d'usage et qui nous a donné voilà, le corpus de la légende arthurienne. Il y a quelques auteurs identifiés, genre Chrétien de Troyes et tout, mais il y a eu tout un processus collectif qui a créé la... bon, ça s'est continué aujourd'hui parce que justement vous avez une chose qui s'appelle le domaine public qui fait que quand les œuvres sont suffisamment anciennes, 70 ans après la mort de leur créateur, elles sont libres d'usage. Et alors ce qui est amusant, c'est que ça continue ce processus de réinvention des créations. Hein. Vous avez eu un Merlin de Disney qui a repris le personnage, vous avez le Sacré Graal des Monty Python, le Excalibur de Borman qui reprend ses personnages, et le Camelot d'Alexandre Astier. Vous voyez, ça, c'est ce que rend possible le fait qu'il y ait ce qu'on appelle un domaine public où les œuvres sont librement réutilisables. Sauf que, à la Révolution française, les révolutionnaires créent ce qu'on appelle le droit d'auteur. Alors on est en plein dans le sujet, vous avez vu, parce qu'aujourd'hui notamment, il y avait un vote au Parlement européen sur cette question. Il y a une directive qui a été votée sur le droit d'auteur. Hein. On en reparlera après si vous le souhaitez. Mais à l'origine, le droit d'auteur, quand il a été créé par les révolutionnaires, il durait toute la vie de l'auteur et 10 ans après la mort du créateur. Les révolutionnaires avaient considéré que c'était important parce qu'à l'époque, les créateurs étaient souvent des hommes, leurs épouses ne travaillaient pas et que c'était juste de laisser à la veuve un temps pendant lequel elle pourrait continuer à percevoir de l'argent lié à l'exploitation de la création de son époux. Mais eux, dans leur idée, c'est que ce droit, il devait être limité dans le temps. Il y avait un moment où il devait s'éteindre et il y a un moment où on devait revenir à cette situation. C'est ce qu'on appelle le domaine public et où les créations devraient devenir librement réutilisables. Au XIXe siècle, périodiquement, vous avez eu une extension de cette durée. C'est d'abord devenu, de 10 ans, c'est passé à 15 ans, de 15 ans, c'est passé à 30 ans. À la fin du XIXe siècle, c'est devenu vie de l'auteur plus 50 ans dans une convention internationale qui s'appelle la Convention de Berne, qui vaut pour tous les États aujourd'hui quasiment. Et un peu plus tard, vous avez eu encore une extension qui est arrivée dans les années 90, où on est passé de 50 à 70 ans. Là, on commence à être sur des durées très très longues. Il y a eu un épisode célèbre, hein, c'est pour ça que j'ai mis ce petit logo là, l'infini avec les oreilles de Mickey autour du signe copyright, parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a un moment où Mickey allait rentrer dans le domaine public et Disney allait perdre les droits sur Mickey. Hein. À l'époque, aux États-Unis, on était à vie de l'auteur plus 50 ans. Et il y a eu une très très grande campagne de lobbying de Disney qui a réussi. Et les droits, le copyright a été étendu de 50 à 70 ans en fait aux États-Unis. Et ça a suscité beaucoup de débats, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient que c'était beaucoup trop long et qu'on perdait complètement l'objectif de vue, parce que 70 ans après la mort de l'auteur, on n'est plus du tout dans une logique de rémunération du créateur, ni même de sa famille, si vous voulez. Hein. Là, on est complètement dans une logique industrielle. Et ça avait même fait l'objet d'un recours devant la Cour suprême qui a autorisé ça. Et l'avocat de Disney, en fait, en sortant, a dit... un journaliste qui lui dit « Quelle est pour vous la durée optimale du droit d'auteur ?» Et il répond « L'éternité moins un jour ». Vous voyez la logique. Donc on est dans un processus, si vous voulez, d'allongement continu de cette durée qui change complètement la philosophie qui était derrière ces principes, quoi. Je vous donne un autre exemple, assez, qui avait beaucoup fait parler, hein, la chanson « Happy Birthday ». Joyeux anniversaire, jusqu'à il y a peu, hein, c'était il y a 2-3 ans, faisait l'objet d'un copyright qui était possédé par la Warner, qui estimait le détenir par cession d'un éditeur de musique assez obscur dans les années 50, qui lui aurait cédé. Et bon, alors ça ne vous empêchait pas de le chanter, la chanson, dans votre maison, voilà, parce qu'il y a une exception au droit d'auteur qui nous permet de faire ça. Mais chaque fois que Happy Birthday passait dans un film, qui était chanté sur scène au théâtre, voilà, etc., Warner appliquait un copyright. Et ça lui rapportait 2 millions de dollars par an. Et jusqu'à ce que des documentaristes commencent à dire que c'est juste plus possible d'avoir à payer pour Happy Birthday,
commencent à creuser et se rendent compte qu'en fait, cette chanson, elle a été écrite à la fin du 19e siècle par 2 sœurs. Et en fait, creusent et se rendent compte que le copyright de Warner était lui-même non valable parce que l'éditeur de musique à l'origine avait lui-même un copyright non valable. Ils font un procès en justice et le juge finit par reconnaître que ce copyright ne valait rien et l'annule. Et condamne d'ailleurs Warner à rembourser. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y a sûrement pas mal de chansons qui sont comme ça aux États-Unis et qui portent un copyright frauduleux. Ça porte un nom, ça s'appelle le copy-fraude, le fait de mettre des droits. Je mets cet exemple-là parce que si vous voulez, ça, c'est typiquement l'exemple d'une enclosure mise sur une chose qui devrait rester commune. Happy Birthday, c'est une chanson qui fait partie du patrimoine commun et qui n'aurait pas jamais dû tomber dans ce genre de processus. Alors il y a une autre forme d'enclosure qui nous concernera plus directement, qui concerne aussi le savoir scientifique. C'est lié à ce que je vous disais au début sur le plan sur la science ouverte que le gouvernement a pris récemment. Le savoir scientifique, si vous voulez, c'est quelque chose de très particulier parce que c'est quelque chose qui est fait par les chercheurs entre eux. C'est les chercheurs qui produisent le savoir scientifique et qui le contrôlent entre eux par un processus, on dit, de revue par les pairs, de contrôle par les pairs. Les chercheurs se relisent les uns les autres et c'est comme ça qu'ils valident la science. Et pendant très longtemps, ça s'est fait à travers des revues scientifiques que les scientifiques possédaient. Et il y avait des éditeurs dans le processus, mais les éditeurs étaient là juste pour imprimer les revues et les diffuser. Et pendant très longtemps, ce processus, ça n'a pas posé problème. Jusqu'à ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les éditeurs scientifiques subissent un phénomène de concentration, les plus gros rachetant les plus petits, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait 4-5 grands éditeurs scientifiques qui se partagent le marché. Ils sont en position d'augmenter continuellement le prix des revues scientifiques, et ils le font d'autant plus que maintenant les revues sont devenues électroniques et qu'il n'y a même plus les coûts du papier. Et ils le font parce qu'ils revendiquent le fait d'avoir le droit d'auteur que les chercheurs leur transfèrent et qui leur permet de faire cette exploitation exclusive. Et là, je vous ai mis la courbe qui montre l'augmentation des prix des abonnements aux revues scientifiques sur la période de 86 à 2008, qui en fait est devenue, pas exponentielle, mais quand même très très raide, et qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'universités n'ont plus les moyens en fait, de s'abonner aux revues scientifiques et qui oblige le gouvernement justement à faire cette politique de science ouverte pour essayer de trouver d'autres moyens de diffusion des savoirs scientifiques. Sachant que, une chose quand même à préciser, dans l'immense majorité des cas, les éditeurs scientifiques ne payent pas les chercheurs. Les chercheurs fournissent leurs articles gratuitement, ce qui fait de ce secteur un des plus rentables dans tout le monde actuel, devant même la vente d'armes. C'est plus rentable de vendre des articles scientifiques que de vendre des armes de guerre, parce que visiblement les coûts sont faibles, et puis le marché est complètement oligopolistique. Ça, je vous en parlais tout à l'heure, c'est l'exemple type de la tragédie des anti-communs. C'est un schéma qui vous montre l'ensemble des procès que les fabricants de smartphones, Apple, Samsung, Google, Microsoft et compagnie, se sont intentés les uns les autres pour violation de brevets. C'est-à-dire qu'ils détiennent tellement de brevets sur ces technologies que dès que quelqu'un lance un produit, vous avez une chance très très forte qu'il viole le brevet d'un autre. Et ils se sont tous entre-attaqués les uns les autres pendant des années. On a appelé ça la patent war, la guerre des brevets, à tel point que, en gros, ce que ça provoque, c'est que le marché ne peut plus vous ne pouvez plus faire rentrer sur le marché de nouveaux acteurs. Il n'y a que ceux qui sont capables de livrer cette guerre des brevets qui sont capables d'officier dans ce secteur-là. Et le fleuron de tous les brevets dans ce domaine-là, c'est Apple, qui avait réussi à breveter la forme rectangulaire avec des coins arrondis des téléphones, en disant « ça c'est une invention, et j'ai un monopole sur la forme de mon iPhone, parce qu'il est rectangulaire, mais avec des coins arrondis. » Et ça c'est une invention. Et ils ont attaqué Samsung, notamment pour violation de ce brevet, procès qui est remonté jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et qui dure encore, en fait, depuis plus de 10 ans, pour savoir si on a le droit de posséder le rectangle. Vous voyez, en gros, quoi, avec des coins arrondis. Mais bon.
Et puis vous avez des formes d'enclosure beaucoup plus insidieuses, mais vraiment plus inquiétantes, qui touchent le vivant via les brevets, notamment sur les OGM. En fait, vous savez, Monsanto et toute sa stratégie de dépôt de brevets sur les organismes génétiquement modifiés. Vous avez d'autres formes de propriétés qui peuvent se porter sur le vivant, notamment tout un système qu'on appelle d'enregistrement des variétés végétales, qui existe aussi en Europe, et qui fait qu'on peut s'approprier des variétés. Et ça, j'avais mis un schéma qui avait été fait par une ONG qui s'occupe de ces questions, qui vous montre la déperdition de variétés dans nos légumes que nous mangeons depuis que ce système de propriété a été mis en place. Vous avez des tas de semenciers en fait, qui produisent ces semences par croisement, mais par des arcanes assez complexes qui touchent à la réglementation européenne, arrivent à verrouiller le marché, à faire en sorte qu'on ne puisse plus mettre en vente ce qu'on appelle des semences libres, c'est-à-dire des semences anciennes. Jusqu'à une date récente, c'était même interdit de commercialiser des semences anciennes qui ne faisaient pas l'objet d'un de ces droits de propriété. Et le résultat, c'est une perte de diversité dans nos assiettes tout à fait dramatique. Voilà, donc là j'arrive au deuxième temps de ma présentation. Vous voyez, la connaissance peut être un commun. Elinor Ostrom a essayé de le montrer. Elle peut aussi faire l'objet d'enclosures. Et j'ai essayé de vous montrer quelques exemples qui vous montrent que voilà, c'est une partie qui est loin d'être gagnée et qui se joue actuellement. Alors, je termine par une troisième partie en vous disant qu'est-ce que change le numérique et Internet dans cette grande discussion et qu'est-ce que Internet pourrait nous apporter ou pas d'ailleurs, parce qu'Internet n'est pas non plus quelque chose de complètement neutre dans le sujet. Ce que change Internet, si vous voulez, c'est quand vous dites que la connaissance est un bien commun, c'est en général assez théorique, parce que vous envisagez les choses trop abstraitement, et vous n'envisagez pas notamment la question du support, comme je disais tout à l'heure. Tant que la connaissance était dans des livres, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que la connaissance n'est pas un bien rival. Parce que tous les supports qui permettent d'accéder à cette connaissance, eux, sont des biens rivaux. Que si j'ai un livre, bon, je peux le donner, effectivement, voilà, etc. Mais c'est le principe même d'une bibliothèque pendant longtemps, c'était de gérer ce problème de la rivalité des supports. Vous avez une durée de prêt, mais elle est limitée, parce que quand vous avez emprunté le livre, vous en privez les autres, donc on vous demande de faire un retour dans une période limitée, parce que comme ça, on gère la rivalité des supports. Le numérique, c'est la promesse, c'était une de ces promesses, c'était de nous libérer, de libérer la connaissance du problème de la rivalité. Et il y a une phrase que j'aime bien d'une personne qui s'appelle Serge Soudoplatov qui dit « Quand on partage un bien matériel, il se divise. Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. » Et le numérique, ça permet de faire ça en fait. Vous avez une copie d'un contenu, le numérique vous permet d'en produire avec un coût quasi nul des copies de manière non limitée et de les transmettre à distance, là aussi presque sans coût. Donc ça nous permettait voilà, d'enfin peut-être gérer la connaissance réellement comme un bien commun, quoi. Parce que tant que vous avez des supports matériels, c'est possible, mais ça a des limites. Alors les premiers qui ont réussi réellement à faire ça et qui ont compris tout le potentiel sont les informaticiens, à partir des années 80 notamment, justement parce qu'ils étaient en train, eux, de subir une enclosure. Pendant très longtemps, le logiciel était considéré comme non soumis à la propriété intellectuelle. C'était pas vraiment une œuvre pendant très longtemps, donc le copyright ne marchait pas très bien dessus, ça paraissait pas approprié, jusqu'à ce que le législateur américain dise ben non, ce sont des œuvres comme les autres, et on va permettre notamment aux industriels de déposer des copyrights sur les logiciels qu'ils produisent. Là, les informaticiens ont compris qu'il y avait un problème, parce que dans ces communautés-là, la tradition s'était prise de partager le code et de le produire en commun, c'est-à-dire en communauté, qui développait les codes de manière collective et qui partageait les codes. Et vous avez tout un ensemble d'informaticiens aux États-Unis, notamment cette personne-là qui s'appelle Richard Stallman, qui travaillait au MIT, qui ont dit qu'il fallait s'organiser pour préserver la capacité de partager le code et de travailler dessus de manière collaborative. Et là, ils inventent une solution assez géniale qu'ils appellent copyleft, qui est un jeu de mots, vous savez, sur copyright. C'est la gauche d'auteur au lieu d'être le droit d'auteur. Ils disent,
Au lieu d'utiliser le droit d'auteur comme un système de restriction, nous allons l'utiliser comme un système de garantie des libertés et des droits d'usage. Et nous allons mettre sur nos logiciels une licence, c'est-à-dire un contrat, qui dira qu'au lieu que ce soit, vous savez, tout droit réservé, ça veut dire vous n'avez pas le droit d'utiliser cette œuvre, eh bien, avec ces licences-là, vous allez au contraire avoir des libertés garanties. Et notamment, vous allez pouvoir utiliser, diffuser, modifier ces logiciels. Et la licence va vous en donner le droit, le reconnaître et le préserver aussi pour que ce droit y reste en usage. Et ces licences aussi, elles donnent le droit d'étudier le code source, c'est-à-dire de savoir comment le logiciel tourne. Et c'est extrêmement important en informatique, hein, parce que si vous n'avez pas accès au code source, eh bien, vous ne pouvez pas savoir comment le logiciel fonctionne. Et là, ça crée, si vous voulez, tout ce qu'on appelle le mouvement du logiciel libre, qui est le premier, en fait, à avoir trouvé un système de gestion qui est juridiquement ancré, hein, qui est encadré en commun de cette connaissance qui était encapsulée dans les logiciels. Donc voilà. Et depuis, ça nous donne toute une famille, hein, de logiciels libres qui sont gérés de cette façon. Le plus connu étant Linux, qui est un système d'exploitation libre, alternatif à Windows de Microsoft, et qui permet toutes sortes d'applications. Hein. Il y en a plein d'exemples sur ce slide. Au départ, les gens qui ont créé Internet étaient dans cette culture-là, et notamment, d'abord pour Internet, les protocoles qui font marcher Internet, les gens qui les ont développés, il y en a un qui s'appelle le TCP/IP, ont refusé de déposer un brevet dessus. On dit, nous allons laisser ces protocoles sans brevet, parce que nous voulons qu'Internet soit un et unique, ce soit un réseau, le réseau des réseaux, et qu'il ne soit pas morcelé. Si jamais ils avaient mis un brevet dessus, vous auriez eu des Internets. Vous auriez eu une entreprise qui aurait eu son Internet, une entreprise qui en aurait eu un autre. Là, en ne déposant pas de brevet, ils garantissaient qu'il y ait un seul réseau unique et que personne puisse s'approprier au moins les protocoles qui permettent de le faire tourner. Et un peu plus tard, dans les années 90, vous avez cette personne-là qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui invente les technologies du web, ce qui nous permet d'avoir des pages web, le langage HTML qui nous permet de faire les pages, les adresses, les URL, etc. Et qui, là aussi, refuse de déposer un brevet dessus, qui publie son invention, qui la verse volontairement dans le domaine public. Et c'est ce qui nous a garanti que Internet, comme ça, à l'origine, si vous voulez, est la nature d'un bien commun, en fait. Parce que vous avez une ressource mondiale de partage de l'information sur laquelle personne, au moins sur la couche des protocoles, ne peut avoir de propriété exclusive et qui nous permet de connecter tous les points du monde. Alors, je précise de suite qu'Internet a bien changé, quand même, et fait l'objet de beaucoup d'attaques, notamment de très grandes entreprises américaines qui ont réussi, dans une certaine mesure, à retourner ce qu'Internet permettait au départ, mais au moins cette couche technique, si vous voulez, elle, est dans cette logique-là. Un peu plus tard, vous avez des gens qui font la connexion entre toutes ces possibilités du numérique et la question des communs. Notamment, vous avez cette personne qui s'appelle Yoshai Benkler. Là, on est au milieu des années 2000. Il est très intéressé par le logiciel libre. Il est très intéressé aussi par un objet qui vient d'apparaître, qui s'appelle Wikipédia. Et il développe le concept, ce qu'il appelle de Common Peer Oriented Production, c'est-à-dire la production de communs, la production entre pairs orientée vers les communs. Il essaie de comprendre comment des communautés, en s'auto-organisant, ont pu produire une chose aussi complexe que Linux, par exemple, qui est un système d'exploitation, c'est très complexe à produire, là où c'était normalement la chasse gardée d'entreprise. Et il essaie de comprendre aussi comment Wikipédia, qui est un des exemples très frappants de ce qu'on peut appeler un commun numérique, comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir l'efficacité pour supplanter la plupart des autres encyclopédies qu'on trouvait auparavant dans le monde, hein, type la Britannica ou d'autres. Hein. Et ce qu'il montre, c'est que ce qui marche, c'est la gestion du travail en commun, en fait. C'est la capacité que donne Internet aux gens de se coordonner et d'effectuer des tâches ensemble et de gérer l'information de manière en réseau et de distribuer les tâches au sein d'une communauté en se fixant les propres règles d'organisation du travail. Et il fait la connexion directe, c'est pour ça qu'il emploie le terme commons, hein, avec la question des communs,
Et il montre que c'est en fait la capacité des communautés à s'auto-organiser avec le numérique qui leur permet de produire et de maintenir ces ressources dans le temps. Je passe un petit peu. Bon, aujourd'hui, l'exemple qu'on cite le plus souvent de commun numérique, c'est Wikipédia, justement. Donc vous avez c'est un projet qui est une encyclopédie libre, au sens où elle est sous licence libre, comme le sont les logiciels. Tout le monde, c'est ce qui nous donne à tous le droit d'écrire dans Wikipédia. Si ce n'était pas le cas, il y aurait un droit d'auteur qui nous empêcherait de modifier les pages. Là, il y a une possibilité qui nous est donnée par les licences de modifier les articles. Et Wikipédia est un commun, si vous voulez, parce qu'il y a une communauté, hein, c'est tous les gens qui écrivent, qui est très structurée, en fait, beaucoup plus qu'on ne pense. Il y a des gens qui ont notamment il y a des gens qui sont élus par les Wikipédiens pour avoir des droits d'administration dans Wikipédia, qui ont des pouvoirs spéciaux, notamment le pouvoir de trancher les conflits. C'est comme des arbitres ou des juges de paix, si vous voulez, qui, quand il y a des gens qui sont en désaccord sur un article, ils ont la possibilité de trancher les conflits et de les arrêter. Et Wikipédia est un monde de règles, en fait. Alors, les médias rendent compte de Wikipédia d'une manière souvent très imparfaite, comme si on pouvait faire tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Ce n'est pas le cas, hein. Il y a tout un ensemble de règles qui ont été fixées par la communauté pour dire qu'est-ce que c'est qu'une encyclopédie, qu'est-ce que c'est qu'une manière encyclopédique de traiter un sujet, qu'est-ce qui garantit la neutralité d'un point de vue, pourquoi c'est important de mettre des sources quand on affirme quelque chose, etc. Et c'est sur la base de ces règles que le contenu de Wikipédia est élaboré. Et si vous regardez bien, vous avez les 3 éléments des communs, une ressource qui est partagée, une communauté qui s'est auto-organisée et des règles, parfois très élaborées, qui permettent de garantir la qualité du contenu dans le temps. Alors, bon, Wikipédia n'est pas parfaite, hein, il y a des erreurs dedans, voilà, etc. Mais globalement, quand même, si vous voulez, vous avez un système de gestion des connaissances qui est quand même très performant. Et donc, Wikipédia est sous licence libre, comme peut l'être un logiciel libre. Et Wikipédia a une caractéristique, on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Parce qu'elle est sous licence libre, la fondation qui gère Wikipédia, qui s'appelle la fondation Wikimedia, n'a pas de droit de propriété sur le contenu. C'est-à-dire, en fait, la licence est libre, donc le contenu n'appartient à personne, en fait. Il est librement réutilisable, ce qui fait que, imaginons que Google veuille racheter Wikipédia, ça lui est strictement impossible, parce que la fondation qui héberge Wikipédia sur ses serveurs n'a pas de droit de propriété sur le contenu. C'est ce qui fait en fait que ni Facebook, ni Google, ni Apple, et on peut penser qu'ils voudraient le faire en fait, qu'ils voudraient racheter Wikipédia, en sont incapables. Wikipédia ne peut pas se vendre. Et ça, c'est un élément de résilience qui est extrêmement important, parce que des choses non vendables sur Internet, il n'en reste hélas plus beaucoup. Vous savez que voilà, si vous êtes sur WhatsApp, ça a été racheté par Facebook. Si vous êtes sur Instagram, ça a été racheté par Facebook. Tous les sites qui se montent sur des systèmes classiques sont rachetables. Et comme vous avez ces grandes compagnies américaines qui rôdent sur Internet, ça les rend très facilement capturables. Wikipédia, elle, ne pourra jamais être capturée. La seule chose que possède Wikipédia, c'est son nom, en fait. La fondation a une marque sur le nom. Ça, elle pourrait la vendre, mais en fait, si elle faisait ça, les contenus, on pourrait les copier instantanément, en fait, et les mettre ailleurs. Et ce qui fait le plus grand de la valeur serait immédiatement protégé. Donc ça, c'est quand même un point qui garantit, vous voyez, une forme de résistance des communs numériques qui est quand même extrêmement précieux. Bon, cette logique-là, je ne vais pas m'attarder, elle s'est étendue au-delà des logiciels, des encyclopédies. Vous pouvez mettre sous licence libre plein de choses maintenant. Vous pouvez mettre un film, un roman, des photos, tout ça est possible. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais montrer d'autres exemples qui sont vraiment intéressants et qui vous montrent à la fois la puissance de l'auto-organisation des groupes et ce que ça peut apporter dans Internet. Vous avez une communauté qui a considéré que ce n'était pas normal que Google soit le seul acteur à avoir une carte du monde, qui s'appelle Google Maps, hein, qui a été mise en place. Enfin, c'est le seul à avoir une carte aussi performante du monde. Et qui se sont dit, on va essayer de la faire comme c'est fait Wikipédia, c'est-à-dire de manière collaborative, et on va la mettre sous licence libre pour la protéger et en permettre l'utilisation. Et donc, ce sont des volontaires qui, par des relevés qu'ils font avec une application par téléphone, il y a plusieurs d'autres moyens, mais vous pouvez le faire avec une application sur téléphone, ont cartographié le monde. Et c'est la seule alternative qui est enfin, c'est pas tout à fait comparable, mais
c'est une des alternatives les plus probantes à Google Maps aujourd'hui. C'est OpenStreetMap qui a été fait de manière collaborative par des volontaires qui se sont auto-organisés pour produire cette ressource. Et il y a un autre projet qui est très très beau qui s'appelle Open Food Facts, qui est français d'origine. C'est des gens qui ont fait une base de données sur la qualité des aliments et qui ont passé, des volontaires, qui ont passé un temps infini à copier à la main les informations qu'ils trouvaient sur les étiquettes de nos aliments et qui en ont fait une énorme base alimentaire, une base de données qui mesure la qualité des aliments. Et vous avez peut-être sur vos téléphones des applications qui s'appellent par exemple Yuka ou des choses comme ça. Vous arrivez dans un supermarché, vous scannez le code barre et ça vous donne la qualité de l'aliment. Et bien en fait, Yuka est juste une surcouche qui va taper dans Open Food Facts, qui est un commun de données qui ont été faits par les gens de manière collaborative et qui permet voilà, cette gestion de connaissances très importantes sur Internet. Je vous donne juste quelques derniers exemples de ces questions-là. On a un mouvement assez intéressant qui fait que cette logique-là, elle commence à rétroagir vers le matériel. C'est-à-dire au départ, vous aviez voilà, des communs physiques, ensuite on a eu des communs de la connaissance ou numérique, et là maintenant il y a une possibilité de rétroaction sur le matériel, parce qu'il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qui se passerait si on mettait des plans d'objets sous licence libre. Et ça nous a donné tout un mouvement qu'on appelle Open Hardware, dans lequel les gens partagent sur Internet des plans d'objets à construire. Et c'est lié avec tout ce qu'on appelle les Fab Labs, vous savez, ou les hackerspace, où vous avez des imprimantes 3D, où grâce à ces plans partagés, vous avez des communautés qui peuvent produire et construire des objets. Et un des plus beaux exemples de cette logique-là, c'est un projet qui s'appelle Biosonic Hand, qui est une main, en fait, une prothèse pour personnes handicapées, qu'une personne elle-même, d'ailleurs handicapée, qui manque une main, a produit dans un Fab Lab à Rennes, et son but, en fait, c'est de faire des prothèses qui seraient développées de manière collaborative pour faire baisser le prix des prothèses médicales. Et sa prothèse est fonctionnelle, et l'avantage qu'elle soit sous licence libre, c'est qu'elle est adaptable à chaque personne. C'est-à-dire que le plan de base ou les fonctionnalités de base sont modulables en fonction de chacune des caractéristiques. Et ensuite, chaque fois qu'il y a une avancée qui est faite dans le projet, c'est repartagé à l'ensemble de la communauté, et de manière incrémentale, comme ça, on avance. Il y a des gens qui se sont dit qu'est-ce qui se passerait si on mettait des semences sous licence libre. Donc il y a un projet qui s'appelle Open Source Seed qui vise à contrer ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, le mouvement d'appropriation des semences, en disant on va faire des semences sous licence libre qui donnent le droit aux paysans de les partager et de les améliorer. Voilà, une manière de retrouver les pratiques ancestrales des paysans en appliquant des licences libres sur des semences. Et je vous montre un dernier exemple. On a parlé des brevets tout à l'heure. Il y a des gens aussi dans le domaine des pharmaceutiques qui essayent de produire des médicaments ou des éléments en dehors de la logique de la propriété intellectuelle. Il y a un très beau projet qui s'appelle Open Insuline pour trouver des modes de production de l'insuline pour faire baisser les coûts pour les diabétiques sans déposer de brevet et pour que le coût d'entrée de l'insuline soit moins cher. Je voyais passer cette semaine un très très beau projet qui a permis de développer un médicament contre la maladie du sommeil sans brevet, avec une collaboration entre des pays africains et des pays européens et américains, qui vise à produire un médicament contre la maladie du sommeil, mais en dehors de la logique des brevets. Et vous avez peut-être dans vos sacs ces petites fioles-là de gel pour se laver les mains, vous savez, le gel hydroalcoolique pour se laver les mains, qu'on utilise tous. À la base, ça a été développé par un médecin suisse qui s'appelle Didier Pittet, qui était en lutte contre les maladies nosocomiales. Et il a dit, et notamment il avait tout à fait conscience des dégâts que ça fait dans les pays du Sud, et il a refusé de déposer un brevet sur l'invention de la formule du gel hydroalcoolique pour que le prix reste le plus bas possible et soit accessible dans les pays du Sud. Il y a un très très beau livre qui raconte ça, qui s'appelle « Le geste qui sauve » par Thierry Crouzet, où ce médecin raconte son cheminement et raconte pourquoi il a pris cette décision de ne pas breveter son invention pour que ça se diffuse le plus possible. Et bon, le résultat, nous en avons tous dans nos sacs maintenant, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le prix est très très bas pour les pays du Sud, notamment, qui doivent lutter contre les maladies nosocomiales.
Je ne sais pas où j'en suis, c'est bon? D'accord. Voilà, c'était un long tour d'horizon de cette question-là. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre que c'était un enjeu pour le 21e siècle. Peut-être que ça apportera quelques éléments au débat. Je pense que le plus simple, c'est de laisser les questions. Merci, Monsieur Morel. On va passer aux questions. Qui se lance pour la première question? Ah, j'arrive. Merci. Merci pour votre présentation, du coup. Première question, donc, en rapport avec l'actualité, comme l'avait dit. Je pense que peut-être tout le monde n'est pas au courant, mais aujourd'hui, le Parlement du coup, a voté une loi sur le copyright au niveau européen. Donc je pense que vous avez été, vous, très impliqué de près ou de loin par cette question-là. Ça a été quelque chose qui a été très difficile à suivre. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que ça va impliquer pour nous, Européens, nous, Français, cette nouvelle loi et notamment les restrictions que cela peut apporter sur l'échange d'informations sur Internet? Alors oui, effectivement. Donc aujourd'hui, le Parlement européen a adopté une directive sur le droit d'auteur qui est en discussion depuis plus de 5 ans maintenant au Parlement européen et qui a, bon, vous avez peut-être vu dans la presse, qui a fait beaucoup de parler d'elle. Il y a eu toute une polémique sur son adoption. Comme en gros, à chaque fois qu'il y a une réglementation sur le droit d'auteur, en général, c'est difficile de légiférer sur ce sujet. Alors bon, c'est un texte très compliqué, je ne vais pas avoir le temps de rentrer beaucoup dans les détails, mais pour dire l'essentiel, en gros, vous avez une opposition entre des industries créatives, qui peuvent être la presse, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, qui reprochent aux grandes plateformes sur Internet, donc Google, YouTube, c'est la même chose, hein, YouTube appartient à Google, ou Facebook par exemple, de réutiliser des contenus sans rémunérer les créateurs. Et qui essayaient par le biais de cette directive d'obtenir une manière d'avoir une rémunération, notamment sur YouTube. Hein, quand vous allez sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, et même énormément de vidéos, qui sont postées sans autorisation. C'est-à-dire tout ce qu'on est en capacité de poster sur YouTube, vous avez des chaînes officielles, vous avez les contenus voilà, des différentes, je sais pas moi, des différents labels qui sont postés sur leur chaîne officielle, mais n'importe qui peut mettre un clip, un extrait de film, un film en entier, voilà. Et il y a des rémunérations publicitaires sur YouTube, mais les industries culturelles estiment que c'est pas suffisant. Donc dans ce texte, ils ont obtenu ça. Alors je tiens à dire que si le texte s'était arrêté là, il est fort possible que moi personnellement je puisse l'avoir soutenu. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les créateurs puissent être rémunérés, surtout par des plateformes de ce type, hein, qui comptent parmi celles qui sont les plus lucratives aujourd'hui. Donc si le texte s'était arrêté là, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'opposition. Mais ce texte a mélangé une autre question, qui était celle de mettre en place des mécanismes de filtrage, c'est-à-dire YouTube a déjà ça, hein, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent de contrôler automatiquement la circulation des contenus et de les retirer par le biais d'algorithmes et de mécanismes automatiques qui retirent les contenus. Et à l'usage, en fait, ce qu'on constate, hein, ça fait très longtemps que j'observe comment les choses se passent sur YouTube, notamment, ces mécanismes font des tas d'erreurs. Moi, j'ai déjà vu des chants d'oiseaux retirés sur YouTube, des ronronnements de chats, identifiés à tort par le robot comme une œuvre. Il y a une vidéo qui contenait du bruit blanc, vous savez, la neige de la télé, la psh, voilà, qui a été identifiée par le robot comme étant une musique et qui a été supprimée. Donc ces robots font des tas d'erreurs. Et ce que la directive a provoqué, c'est qu'elle va obliger la mise en place de ces robots. Actuellement, ils passent a posteriori, c'est-à-dire une fois que vous avez passé la vidéo, mais là, les règles ont été durcies et ça devrait imposer un contrôle a priori. C'est-à-dire avant même que vous ne postiez la vidéo, la plateforme va vous contrôler et vous bloquer si elle estime qu'il y a une violation du droit d'auteur. Et il y a pas mal d'associations, notamment,
qui considèrent que ça va trop loin, en fait. C'est donner, surtout c'est faire fonctionner le droit d'auteur d'une manière qui est intrusive, et donc du coup qui était contre cette directive. Alors évidemment, Google et Facebook étaient aussi contre, hein, parce qu'ils ne veulent pas payer. Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Pas mal d'associations, dont plusieurs auxquelles j'appartiens, étaient contre cette directive. Et donc aujourd'hui, le Parlement européen l'a voté. Et donc, on va voir exactement ce qui va se passer. Mais il est clair que sur des plateformes type Google ou Facebook, ça risque de changer pas mal la donne, si vous voulez. Et le gros problème, en fait, aussi, c'est que ces technologies de filtrage coûtent très, très cher à mettre en place. Google, dans la sienne, il a investi plus de 100 millions de dollars, en fait, pour pouvoir la faire fonctionner. Et le problème, c'est que si vous êtes une petite plateforme, eh bien, vous risquez d'être soumis à ces règles-là. Et si vous n'avez pas les moyens de mettre en place un système de filtrage, eh bien, en fait, ce qui vous guette, c'est la justice, en fait. Donc, étrangement, les seuls qui sont capables de mettre en œuvre ce type de technologie sont les grands géants américains. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça va, si on veut développer des alternatives en Europe, ça risque d'être très compliqué parce que le seul moyen, c'est soit d'investir pour avoir ces filtres, soit de les prendre, de payer pour avoir les technologies américaines de filtrage. Voilà, donc tout ça a créé une très très grosse polémique et là maintenant c'est adopté, donc on verra comment ça va se mettre en place, mais voilà un petit peu les termes du débat. L'Europe est en train de réfléchir donc au contournement possible de la puissance des intervenants américains. Il y a la Chine de son côté qui veut aussi s'imposer comme leader mondial. Quelle perspective voyez-vous et quels moyens d'action de l'Europe sur ce sujet donc, de la connaissance et du partage en jeu? Alors oui, bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ce dont je vous ai parlé sur Internet comme bien commun, en fait, Internet a subi lui-même un phénomène d'enclosure qui vient principalement de ces grandes plateformes centralisées, lucratives, la plupart américaines, qui, en fait, ont créé une couche par-dessus Internet, si vous voulez. Enfin, ils ont créé surtout une couche sur le web, qui est ce qu'on appelle les plateformes, qui ont capté l'essentiel des usages, qui fonctionnent par l'exploitation des données personnelles des utilisateurs et qui posent des problèmes qui deviennent extrêmement graves. On l'a vu l'année dernière, vous vous rappelez peut-être sur Facebook, le grand scandale, la Cambridge Analytica, qui avait montré que les données des utilisateurs étaient utilisées à des fins électorales pour influer sur le comportement des gens pendant les périodes électorales aux États-Unis. Donc bon, il y a un problème drastique avec ces plateformes. L'Union européenne, elle est dans une situation compliquée parce que bon, le grand fantasme des dirigeants, c'est de dire on va réussir par des moyens industriels à faire monter des champions européens qui vont pouvoir concurrencer les Américains. Mais moi, je doute très fortement que ce soit possible, en fait, parce qu'ils ont déjà une avance considérable. Les Chinois sont derrière aussi, qui ont aussi des géants assez considérables, hein, qui visent aussi à terme, ils viseront les marchés européens. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Moi, si c'est pour avoir un champion européen qui exploite mes données personnelles, je dois vous avouer que l'alternative ne me paraît pas très satisfaisante. Et le discours qui a eu lieu là, depuis un moment, là, de quelques années, sur ce qu'on appelle la Startup Nation, c'est-à-dire le fait de faire monter des alternatives sous forme de start-up, etc., avec du capital risque à outrance, etc., je ne pense pas que ce soit un moyen très efficace de nous amener à des alternatives. Alors il y a quelques initiatives intéressantes. Vous avez un moteur de recherche qui s'appelle Quant en France, qui se développe avec un modèle sans exploitation des données personnelles et qui essaye de mettre en place quelque chose. On verra si ça peut concurrencer Google. Moi, je pense que l'alternative, c'est ce que disait au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Conseil économique et social conseille pour rétablir une souveraineté européenne de se baser sur des communs numériques. Et vous avez des gens, hein, vous avez une association qui s'appelle Framasoft, notamment en France, qui développe des outils qui sont des alternatives aux outils notamment fournis par Google, Microsoft, Apple, faites avec du logiciel libre. Et eux, en fait, leur volonté, c'est de ne pas le développer sous une forme industrielle, mais de le faire notamment sous des formes associatives ou avec des
éventuellement des entreprises, mais qui nous garantissent qu'elles vont rester à taille humaine, et de le faire en réseau. Ils ont développé toute une suite d'outils, type, vous connaissez peut-être les Framadate, les Framapad, voilà, qui montrent qu'en fait, alors ils ont un budget dérisoire. Je croisais le président, le président de l'association qui dit souvent dans ses conférences que son budget, c'est l'équivalent de 21 mètres d'autoroute, où ils ont calculé que c'est 0,0004% du budget de Google. Mais avec des moyens dérisoires, ma foi, ils ont quand même fait quelque chose qui est tout à fait crédible. Et surtout, ce qu'ils disent, c'est, comme c'est du logiciel libre, ça peut tout à fait être essaimé. Et des Framasoft, il pourrait y en avoir 100, en fait. Et si vous avez 100 Framasoft, ben là, vous avez une alternative qui me paraît relativement crédible. Et ce qui le conforte le plus, c'est que récemment, ils ont montré que grâce à certaines technologies, notamment des standards d'interopérabilité, ils ont monté un système qui s'appelle PeerTube, qui est une alternative à YouTube, qui est tout à fait fonctionnelle, mais qui évite d'avoir les vidéos centralisées sur un seul serveur. C'est-à-dire vous pouvez avoir ce qu'on appelle des instances, c'est-à-dire des gens qui peuvent être des associations, des particuliers. Cet établissement pourrait avoir son instance PeerTube pour diffuser ses vidéos. Et pour l'utilisateur final, ça ressemble tout à fait à YouTube. Il n'y a pas du tout la conscience que les vidéos sont à plusieurs endroits. Et ça reconstitue une interface à la volée qui donne l'impression que vous êtes sur une plateforme. Sauf que vous ne l'êtes pas, vous êtes sur un système qui est décentralisé, qui est fédéré. Et là, vous retrouvez l'origine même du web, qui était fait pour marcher comme ça, en fait. Donc moi, je pense que l'alternative crédible, ce serait de se tourner vers ces solutions de commun numérique en s'appuyant sur ce type d'initiative. Mais ça nécessite aussi des moyens quand même. C'est-à-dire qu'il faut, on ne peut pas compter uniquement sur l'autofinancement des associations. S'il y avait un soutien significatif des pouvoirs publics dans cette direction, je pense qu'on pourrait parler d'une voie qui serait vraiment la signature européenne, si vous voulez, de l'Internet, quoi. Ni développée sous la forme de très très grandes entreprises comme les États-Unis, et ni développée aussi sur un contrôle étatique total, comme en Chine, qui, moi, me paraît pas du tout une manière très rassurante de faire fonctionner l'Internet non plus, quoi. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport à Wikipédia. Parce que vous avez dit du coup que c'est un site où tout le monde, du coup, y a libre accès et peut partager l'information. Et justement, aujourd'hui, avec toutes ces histoires de fake news, je voulais savoir comment faisait Wikipédia pour éviter qu'une partie de son contenu ne devienne justement absurde et ne puisse fausser en fait toutes les personnes qui pourraient aller le consulter. C'est une très bonne question, parce que en fait, Wikipédia contient des erreurs, on est tous d'accord là-dessus, et elle en contient bien avant qu'on parle de fake news. Il y avait déjà des erreurs dans Wikipédia. Mais en fait, il y a des études qui ont montré en fait que la qualité de Wikipédia, elle varie en fonction du taux d'usage des pages. C'est-à-dire que si vous êtes sur une page très fréquentée de Wikipédia, la qualité l'information est de meilleure qualité que si vous allez voir la page d'un obscur philosophe grec où il y a juste 2-3 utilisateurs qui ont fait le contenu. Plus la ressource est utilisée, plus elle gagne en valeur. C'est typiquement en fait le mode de fonctionnement des communs immatériels. Plus vous l'utilisez, plus la qualité augmente. Et donc du coup, en fait, ce qu'on constate sur Wikipédia, c'est que c'est un des rares espaces sur Internet qui résiste au mouvement des fake news. Parce que vous avez une vigilance participative qui fait que les chances de corriger une erreur, au moins dans les zones de Wikipédia qui sont très utilisées et très vues, sont beaucoup plus grandes que d'arriver à arrêter une vidéo ou un contenu sur Facebook. Où les mécanismes de viralité qui sont sur Facebook, eux, sont incontrôlables, sauf par la plateforme elle-même. Et vous avez vu récemment là, avec la vidéo là, de Christchurch, l'attentat horrible en Nouvelle-Zélande, que Facebook et YouTube ont eu les plus grandes difficultés à éviter la propagation de cette vidéo. YouTube a communiqué en disant qu'à des moments, ils ont eu des pics où la vidéo était postée 1 fois par seconde sur YouTube. Vous imaginez un petit peu Et c'est ça qui les pousse en fait à mettre des mécanismes de contrôle automatique. Parce que le seul moyen de réguler ces
acteurs, c'est de faire passer dessus des algorithmes qui retirent les contenus. Sur Wikipédia, vous n'avez pas ce contrôle automatique. Le contrôle, il reste humain. Il y a des robots qui écrivent sur Wikipédia, mais qui font de la mise en forme, qui font des choses. Les Wikipédiens, d'ailleurs, décident collectivement quels robots ils veulent mettre en place, avec quelles règles. Mais c'est un commun informationnel qui reste humainement géré. Et moi, je trouve que justement, cette question des fake news, ça nous montre l'avantage qu'il y aurait à avoir plus d'espace comme Wikipédia qui soit contrôlé par des communautés d'utilisateurs. Mais ça, sur une plateforme comme Facebook, c'est juste impossible parce que la plateforme est complètement asymétrique. C'est-à-dire que les règles sont imposées par Facebook. Vous n'avez pas du tout le contrôle sur la manière dont votre fil d'actualité est construit. C'est un algorithme qui vous le construit à votre place. Et donc, ce contrôle communautaire, il est juste impossible. Et c'en est arrivé au point où, pour lutter contre les fake news, notamment, YouTube a annoncé récemment qu'il allait puiser dans Wikipédia, en fait. C'est-à-dire que notamment, il disait, voilà, il y a trop de vidéos conspirationnistes. Si des gens disent qu'on n'a pas marché sur la Lune, nous, la solution qu'on va trouver, c'est de mettre des liens vers Wikipédia pour que les gens puissent aller lire l'article sur la mission qui a permis aux gens de marcher sur la Lune. Donc, voilà. Donc, bon, ça ne veut pas dire que Wikipédia est parfaite, je le répète, c'est... Bonsoir et merci pour la présentation. Vous nous avez montré comment, de manière fort théorique, quelle était l'importance de la gouvernance dans les communautés en début de présentation. Et ensuite, vous nous avez parlé un peu de ces nouveaux réseaux fédérés qui commencent à sortir, qui posent donc de nouvelles questions, puisque chaque instance de la fédération, que ce soit une instance de Framasoft ou une instance de l'Institut Mines Télécom d'Albi, peut avoir ses propres règles et peut interagir avec d'autres événements, ce qui semble régler une des problématiques de ces communautés, qui est le passage à l'échelle, comment on fait quand la communauté grandit. Et je me demandais si vous aviez si vous aviez entendu parler de travaux comme tous ceux que vous nous avez présentés au long de cette présentation, qui s'intéressent à cette question de l'impact de la fédération sur la société. Alors oui, dans les autres exemples de services qui s'organisent comme ça de manière fédérée, donc j'en ai cité un qui s'appelle Peertube, qui est une alternative à YouTube. Il y en a une autre qui s'appelle Mastodon, qui est une alternative à Twitter, et qui utilisent les mêmes protocoles qui permettent, voilà, comme ça, de la fédération d'instances et qui permettent aussi d'avoir, comme vous l'avez expliqué, au lieu d'être sur Twitter, qui là aussi pose pas mal de problèmes de régulation, et d'avoir une seule plateforme, ça permet à des communautés de fixer des règles liées à la circulation des contenus, instance par instance. Donc, on pourrait avoir des espaces différenciés, un peu retrouver ce qu'on avait sur les forums d'Internet à une certaine époque, où chaque forum avait ses règles de gouvernance, il y avait des façons de s'exprimer sur certains forums qui étaient tolérés, pas sur d'autres. Et ça rétablissait aussi la possibilité de choisir. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Twitter, vous n'avez pas le choix. Vous êtes sur Twitter, vous êtes sur tout Twitter. Toutes les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et bon, Twitter est une plateforme assez violente quand même, en général. Il y a certaines personnes qui ont du mal sur Twitter. Et là, ça vous permettrait de choisir votre instance. Et en fonction des règles, vous auriez différentes façons de s'exprimer, différentes façons de... Il pourrait y avoir des instances complètement libres, d'autres avec des règles beaucoup plus strictes. Voilà. Alors, j'ai pas vu passer encore beaucoup d'études qui étaient faites par des sociologues ou quoi. Je vous cache pas que c'est aussi un défi quand même. C'est-à-dire, moi, pour l'expérience que j'ai de c'est exactement comme le frigo collectif. C'est-à-dire que vous avez besoin, pour réguler ce genre d'espace, d'avoir des communautés suffisamment solides pour appliquer les règles et les imposer, y compris quand dans ces espaces, vous avez... Parce que les passagers clandestins de la conversation, ça existe à très grande échelle. Des gens qui interviennent dans les conversations pour les troller, comme on dit sur Internet, ça existe beaucoup. Et donc, vous avez besoin d'avoir des communautés... Moi, je ne serais pas surpris de constater que ça marche
à des échelles raisonnables. Et que dès le moment où on passe à des échelles trop grandes, ça devient impossible en fait de régler les questions de gouvernance de ces conversations. Donc ce sera intéressant de voir comment ça va tourner. Et moi j'ai vu des gens qui disaient qu'ils préféraient se soumettre à un algorithme finalement que d'avoir affaire à des humains qui les empêchent de parler. Ça leur paraissait préférable. Moi, je pense que bon, c'est dur de se faire sanctionner par un humain, mais je crois que je préfère me faire sanctionner par un humain que par un algorithme, quoi. Une autre question? Ça m'amène à m'interroger sur cette masse extraordinaire d'heures de travail de personnes qui s'engagent dans ces projets à long terme, etc. Je me demande au final comment ils sont rémunérés, comment ils arrivent à trouver un équilibre pour vivre. Oui, c'est une vraie question, hein. Je vous en ai pas parlé, mais je vous avais mis ça, parce que la question du travail n'est pas celle qui pendant longtemps elle a mieux été pensée, parce que au début cette histoire de commun numérique était très focalisée sur la question de l'amateur, c'est-à-dire de l'idée que voilà. Les individus, sur leur temps libre, avaient des capacités productives et que voilà, sur ce temps-là, on allait pouvoir construire des choses. Alors, il y a des exemples où ça a marché, type Wikipédia. OpenStreetMap, c'est aussi très largement des bénévoles qui font ça. Open Food Fact, ça marche. Voilà, ça marche dans certains cas. Pour le logiciel, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Moi, d'ailleurs, c'est des choses qui, je pense qu'il faut rester très vigilant. Pour un logiciel comme Linux, par exemple, c'est un logiciel qui a commencé comme un projet communautaire et qui aujourd'hui a une importance industrielle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Linux, y compris d'ailleurs les fameux GAFAM. Hein. Ils utilisent ce logiciel libre. Il est libre, donc il est libre aussi pour eux, donc ils l'utilisent. Et ce qu'on se rend compte, c'est que Linux, aujourd'hui, est développé à plus de 90% par des salariés de ces grandes entreprises qui payent des développeurs pour développer le logiciel libre. Alors, il y a des gens qui vont vous dire que c'est une très bonne chose. Parce que finalement, vous avez des grandes entreprises qui contribuent à une ressource commune qui est libre pour tous. Hein. Linux, il est libre pour Google, mais il est aussi libre pour une association, pour un hôpital, pour l'administration française. Voilà. Donc, voilà, ce serait une façon de... Il y a d'autres gens qui vous disent que ce n'est pas une très bonne nouvelle parce que ça prouve que c'est commun. Ils n'ont pas une capacité d'auto-reproduction autonome. Et ils finissent par être dépendants. Moi, il y a un chercheur en économie qui s'appelle Benjamin Coria qui appelle ça, lui, les communs du capital. Voilà. Le capital est capable de faire des communs quand il y a intérêt aussi. Et on ne peut pas penser qu'un commun qui est développé à 90% par des salariés de grandes entreprises ait une complète capacité d'autogouvernance. Vous êtes salarié de Google, vous n'êtes pas un contributeur comme un autre, quoi. Il y a forcément des choses dans la subordination de ces individus qui fait que la communauté n'a pas le pouvoir d'auto-organisation, à mon avis, qu'elle avait au départ. Donc c'est une vraie question, en fait. C'est-à-dire que si on veut que ce paradigme des communs il devienne important, ça joue sur la capacité des individus à dégager du temps pour faire des contributions. Et ça peut nous emmener très loin dans la réflexion. C'est-à-dire, quel est le temps que nos vies nous laissent pour ce type d'activité ? Est-ce que le travail salarié doit être l'alpha et l'oméga de nos existences? Est-ce que certaines formes de contribution peuvent être incluses dans du travail salarié? Qui le paye? Est-ce que l'État ne devrait pas faire ça, par exemple? Voilà. Et ça nous emmène, je pense, au fond du vrai sujet, en fait, quoi. Parce que les communs n'apparaissent pas par magie, en fait. C'est le fruit d'un travail aussi, et ce travail, il doit être socialement organisé, et pas seulement comme un hobby, quoi. Une dernière question. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé des revues scientifiques qui ne rémunéraient pas les chercheurs qui publiaient. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette question? Alors, en fait, c'est une sorte de règle que les chercheurs se sont mis eux-mêmes et qui est plutôt en soi assez vertueuse, si vous voulez. C'est-à-dire que, au moins pour la recherche publique, hein,
La recherche publique, c'est typiquement, en fait, qu'est-ce que sont les chercheurs, en fait? Ce sont typiquement des contributeurs dont l'État a considéré que leur contribution était tellement importante qu'il fallait la rémunérer sous forme d'emploi, qui sont le salaire que les chercheurs touchent. Alors, qui les paie, les revues? Comment elles vivent, pardon? Alors, comment vivent les revues, en fait? Les chercheurs publient des articles, et en fait, les chercheurs entre eux ont considéré qu'il valait mieux que les chercheurs ne soient pas rémunérés, en fait. La publication scientifique, elle se fait dans le but de faire avancer la science, et donc du coup, quelque part, c'est plus sain que les chercheurs ne soient pas non plus directement rémunérés pour leurs articles. Ils sont rémunérés d'une manière indirecte par la réputation et la notoriété que leurs travaux obtiennent auprès de leurs pairs quand ils sont lus et qu'ils sont cités et que la connaissance qu'ils ont produite est considérée comme ayant une valeur, est considérée comme ayant apporté des avancées. Et c'est ça, en fait, qui est évalué par les chercheurs, et ce n'est pas un retour financier direct. Mais du coup, les revues qui publient ces articles, elles captent cette valeur, hein. Et la plupart des grandes revues privées, vous avez des grands groupes, type Elsevier, Springer, Wiley, qui sont des grands groupes internationaux. Eux, ils captent cette valeur gratuitement, et ensuite, ils revendent l'accès aux articles scientifiques aux institutions de recherche via des abonnements qui sont souscrits par les bibliothèques et les centres de documentation, qui permettent ensuite aux mêmes chercheurs qui ont écrit les articles d'y avoir accès. Et voilà, donc vous voyez un petit peu comment cette économie se développe. Et moi je dis souvent, c'est un peu comme si des producteurs de tomates donnaient les tomates gratuitement au supermarché et étaient obligés de les racheter pour se faire à manger. Et c'est ça qui provoque les taux de profit vraiment indécents qu'ils peuvent avoir dans certains secteurs de la publication scientifique. Parce que du coup, vous n'avez pas le coût de production de la matière de base, il est payé par de l'argent public. Et ensuite, l'accès aux mêmes articles est repayé une deuxième fois par de l'argent public, ce qui arrive à une situation, vu l'état des finances publiques, qui est plus soutenable en fait. Donc tout l'enjeu dans ce domaine-là, c'est d'arriver à trouver de nouveaux moyens de publication ou de donner des possibilités aux chercheurs de diffuser autrement leurs travaux. Et je crois qu'ici, voilà, j'ai pu voir, je passais l'après-midi avec mes collègues du centre de documentation qui y travaillent. Mais c'est un long cheminement quand même, hein, parce que le problème, c'est que les revues les plus influentes, elles sont aux mains des grands éditeurs scientifiques. Et ça reste une ressource essentielle, quoi. C'est-à-dire qu'un chercheur, il a besoin de publier dans les revues visibles. Et ça reste aux mains de ces grands éditeurs. Oui, bonsoir. Vous parlez des tomates. Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de remettre dans le bien commun la privatisation et le brevet du vivant? Est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? En fait, sur les semences et les légumes et voilà, les productions agricoles, le gros problème, en fait, c'est bon, vous avez eu des... Alors, c'est pas vraiment des brevets, parce que le vivant n'est brevetable qu'aux États-Unis, en fait. Au sein de l'Union européenne, on ne peut pas breveter directement des éléments du vivant. Aux États-Unis, on peut breveter, c'est ça qui fait que les OGM se développent là-bas, hein, c'est-à-dire qu'ils les brevettent comme des inventions. Dans l'Union européenne, c'est plus compliqué. Par contre, dans l'Union européenne, on a un système qui s'appelle les certificats d'obtention végétale, qui sont moins appropriateurs que des brevets et qui récompensent ceux qui obtiennent des nouvelles variétés de plantes. Et alors le problème, ce n'est pas tellement directement ces droits de propriété intellectuelle, c'est le fait que l'Union européenne a mis en place un catalogue et que normalement, vous n'avez pas le droit de commercialiser une plante si elle n'est pas inscrite au catalogue. Et les critères d'accession au catalogue, notamment, obligent à avoir des plantes extrêmement standardisées. Et ça n'est possible que sur les plantes protégées par de la propriété intellectuelle, parce que pour avoir justement ce fameux titre de propriété intellectuelle, il faut faire une plante qui reste la même dans le temps, si vous voulez, qui a les mêmes caractéristiques génération après génération. Et le problème, en fait, c'est que les semences libres qui existent, hein, en fait, c'est des semences anciennes qui n'ont jamais fait l'objet de ces mécanismes de propriété intellectuelle. Et ces semences, elles ont une qualité, enfin, ce qui est une qualité intrinsèque, c'est qu'elles varient beaucoup. Elles varient en fonction du terrain dans lequel elles sont mises, elles varient de génération en génération. Et donc, vous ne pouvez pas développer
vous ne pouvez même pas déposer en fait, ce type de propriété intellectuelle sur ces semences. Donc, vous ne pouvez pas être dans le catalogue, donc vous ne pouvez pas les vendre en Europe. Et du coup, eh bien, les marchés sont occupés par les semences propriétaires. Et vous n'avez pas ces semences libres, ces semences anciennes. Donc là, récemment, il y a quand même eu des évolutions. Le gouvernement a pris une loi sur l'alimentation dans laquelle il avait autorisé la vente des semences libres. Voilà. Il avait levé ce problème. Cette disposition de la loi a été annulée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que c'était un cavalier législatif, parce que, soi-disant, ce serait trop éloigné de l'objet de la loi. Les parlementaires n'ont pas le droit de déposer dans les lois des amendements sur des sujets trop éloignés de l'objet de la loi. Et là, donc le Conseil constitutionnel a estimé que la liberté d'usage des semences était trop éloignée du sujet de l'alimentation. Ce qui est assez contestable. Donc, le législateur avait fait l'effort de lever cette enclosure-là, et le Conseil constitutionnel nous l'a ruiné. Donc, bon, maintenant le sujet se déporte au niveau de l'Union européenne, parce que tout ça vient aussi de problèmes de réglementation européenne. Il faudrait déverrouiller les choses au niveau de la réglementation européenne. Donc c'est possible, mais il faut un peu de volonté politique, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Morel, pour cette conférence, et merci à tous.